Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi, on va passer 40 minutes ensemble avec une comédienne, une auteure, une metteuse en scène qui nous raconte l'histoire d'un banquet raté. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des banquets de mariage qui étaient un peu déjantés et ratés. En tout cas, c'est le propos de Mathilda May. Bonjour Mathilda. Bonjour Catherine. Bonjour, ravi de vous revoir. Installez-vous, on s'était vu pour Open Space. C'était aussi un spectacle très réussi, original. C'était au Théâtre du Rond-Point. Celui-ci aussi sera au théâtre et est actuellement au Théâtre du Rond-Point. Alors, j'ai plein de questions à vous poser parce qu'il est tellement particulier, ce spectacle. D'ailleurs, je vous en remercie parce que vous nous montrerez des choses assez uniques. Et très original. Comment, enfin, vous avez réussi à faire de ce spectacle quelque chose sans parole, c'est-à-dire ce sont des borborigmes, et pour autant, il y a des situations et il y a un récit, et c'est vraiment très cohérent, et c'est un spectacle assez exceptionnel. Est-ce que vous êtes la fille cachée de Theresa May? Je me réjouis de vous dire non. C'est étonnant. Mais il y a eu des gaffes. Je crois même que Xavier Niel avait fait une gaffe en direct sur une grande radio. Il a dit Mathilda May au lieu de Theresa May, mais bon, c'est pas grave. Alors, évidemment, loin de tout ça, puisque vous avez un père qui est d'origine gréco-turque et une mère qui est suédoise. Qu'est-ce que vous savez de leur rencontre à tous les deux? Ils se sont rencontrés par amour pour la musique. Ma mère était danseuse, elle est arrivée en France, elle est suédoise d'origine. Et à l'époque, elle ne parlait pas un mot de français. Elle a passé une audition, elle a été engagée pour un musical qui s'appelait Les Plumes Rouges. Et lors de son jour off, elle a voulu aller à un concert, ce qui dans les années 60, seule, sans parler un mot de français, c'était assez courageux. Donc elle s'est acheté une petite place pour aller voir un concert de Mozart. Mon père, qui est auteur dramatique, Victor Haïm, à l'époque était critique pour arrondir ses fins de mois, et était venu aussi à ce concert. Et quand elle est arrivée dans le hall du théâtre, il a eu une illumination. L'oriental est tombé amoureux de la blonde suédoise. Voilà. Haïm, c'est le nom de votre père. Vous l'avez abandonné. Avec un nom pourtant, avec un héritage juif, et ça a une signification, évidemment, lui-même ayant vécu la Shoah. Mais j'ai perdu mon prénom d'origine suédoise, qui était Karine, K-A-R-I-N. À l'âge de 8 ans, j'ai dit à mes parents que j'aimais pas mon prénom, comme beaucoup d'enfants. Et puis ma mère a dit, mais change. Donc j'ai perdu Karine. Et ensuite, plus tard, j'ai rencontré le premier producteur de mon premier film, qui nous a conviés à dîner en famille pour nous annoncer que donc j'étais choisie pour ce film. Et puis il a proposé May au lieu de Haïm, parce que ça sonnait mieux. Et comme on était tous très impressionnés par ce producteur, tout le monde a dit oui. Et vous n'avez jamais voulu revenir en arrière? J'ai pas vraiment pensé. pensé. Zabou Ouais. Bretman, qui a repris son patronyme. Mais parce qu'elle reste Zabou malgré tout, elle ne renonce pas à quelque chose. Là, il aurait fallu que je renonce à May. Enfin, au prénom. Ça a été compliqué, en fait, pour moi, de me définir en tant que Mathilda May, ensuite de comprendre ce que ça représentait pour moi, avant que je me fasse à l'idée. Puis, voilà, donc finalement, je l'ai gardé, mais j'explique d'ailleurs dans le livre que vous tenez. Il y a ce livre qui est paru au mois d'avril, qui est un livre très complet sur votre parcours. Les vérités d'une artiste pas comme les autres. Et alors, en le lisant, je me disais, en quoi pensez-vous ne pas être comme les autres? D'abord, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous avez accepté qu'on dise cela de vous? J'ai accepté parce que j'ai un parcours qui est un peu polyvalent. C'est peut-être en ce sens que j'ai eu un cheminement où je me suis un peu... j'ai essayé de me renouveler. Alors, j'ai été danseuse avant d'être comédienne. Ouais, ça, c'était un peu c'était mon premier métier. Après, j'ai été comédienne longtemps. Et puis, j'ai beaucoup d'autres passions, notamment la musique, qui est mon socle existentiel. Et d'ailleurs, on aura un artiste tout à l'heure. Oui, je suis ça. Voilà, Ben Mazoué qui viendra nous interpréter un titre de son dernier album, le dernier album s'appelant La femme idéale. On lui demandera quelle est la femme idéale selon lui. Vous croyez à quoi? Au travail, au destin, à la chance? Je crois à la puissance de la foi, même si je ne suis pas religieuse. La foi en soi ou dans les autres? En réalité, on parle toujours de la confiance en soi comme une injonction vers un mieux-être.
moi, je pense que la confiance, c'est pas vraiment en soi qu'il faut l'avoir, c'est plus au projet. Parce que c'est le projet qui influe sur et qui vous porte. Avoir un projet, et vous en avez eu beaucoup tout au long de votre parcours. Votre portrait par Laurence Boulet. On a tendance à penser, quand on n'est pas trop moche, on n'est rien d'autre. Et pourtant, vous êtes mille autres choses. Avec vous, pas d'itinéraire linéaire, mais un foisonnement artistique, parfois un brin chaotique. Vous commencez par la danse, une discipline qui vous apprend la rigueur. Je pense avoir une petite notion de ce que ça veut dire, vraiment le travail. Un travail que vous abandonnez, happé par le ciné. Patrick, il y a encore des bruits dehors. Ce rôle dans Le Cri du hibou de Claude Chabrol vous vaut le César du meilleur espoir. Je remercie d'avance tous ceux qui ne croient pas en moi, mais qui sont prêts à changer d'avis. Et pour les faire changer d'avis, vous jouez avec Jacques Demy ou Michel Deville. Je t'ai trouvée très très belle. Oui, votre beauté, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et aux États-Unis, vous faites même vos débuts entièrement nus. C'était un petit peu difficile quand même parce que je suis pudique. Pudique et réservé, vous devenez pourtant un sexe symbole. Sexe symbole, c'est vous qui le dites. En tout cas, une icône glamour à la notoriété peut-être un peu disproportionnée. Je pense que c'était démesuré par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Mais cela vous permet de continuer à explorer d'autres domaines artistiques, comme la musique. Vous passez de la chanson à une nouvelle forme d'expression, l'écriture, d'abord d'un roman, puis d'une autobiographie. Vous faites aussi un petit tour sur les planches. C'est qui ? Toujours Mathilda, qui nous surprend encore en créant un spectacle avec Pascal Légitimus, plus si affinité. Je te kiffe trop, putain, t'es trop bonne. Le succès de ce spectacle vous donne des ailes. Vous décidez de réunir tous vos talents et toutes vos passions, la danse, le jeu, la musique, pour nous concocter des œuvres théâtrales originales, des spectacles sans parole que vous mettez en scène. À croire que vous aviez besoin de tous ces chemins de traverse pour assumer ce que vous êtes vraiment, une artiste pluridisciplinaire, éclectique et atypique. C'est marrant de voir toutes ces images que c'est marrant, jamais mais c'est un vues. peu bouleversant, ça saisit. Je vois surtout que je m'aimais pas beaucoup. Je me maquillais énormément. J'étais très déguisée, quoi. Hein. Là, je trouve, en voyant ces images. Vous avez dit un jour, on m'aurait demandé de jouer une scène en marchant sur les mains, j'aurais accepté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle ambition ? Non, parce que j'étais très docile. Parce que j'ai appris, avec la discipline de la danse classique, à obéir avant toute chose. Avant Petit de parler, soldat. avant de m'exprimer, avant de savoir qui j'étais, j'ai appris à obéir. Ça a été la première chose. Mais à travers ce travail très exigeant qu'était la danse classique, j'ai appris aussi une chose qui est positive au final, qui est le dépassement de soi, qui est une des clés de la joie et que j'essaye de transmettre aujourd'hui aux comédiens avec qui je travaille. Est-ce que vous avez regretté d'avoir accepté des scènes, notamment des scènes de nudité non justifiées ? Oui. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Hein. Oui. Je le regrette parce que j'étais pas en mesure d'avoir ce qu'on appelle le petit cercle de défense, en fait, de territoire. Le corps, c'est son territoire, ça vous appartient. Il vous appartient aussi le droit de dire non. Or, ce droit, je ne me le suis octroyé que beaucoup plus tard. J'avais pas assez de confiance, évidemment, pour m'autoriser à contredire quiconque. Hein. Je pensais que tout le monde avait raison, sauf moi, en vrai. Vous dites que vous n'avez pas fait de film particulièrement marquant. Ça, je vous ai entendu dire ça un jour. Oh, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé Quel film aurait été important Il y a un film qui a été écrit pour moi que j'ai regretté de ne pas faire, qui était Marche à l'ombre de Michel Blanc, parce que c'était un rôle sur mesure, c'était un rôle de danseuse et j'ai aucun film de moi en tant que danseuse. Donc là, j'aurais eu l'occasion de danser et j'aurais eu une trace aussi de ça. Bon. Alors vous avez tout de même eu des réalisateurs bienveillants, notamment Claude Chabrol, avec lequel vous décrochez quand même à 25 ans votre César du meilleur espoir féminin avec Le Cri du hibou. Qu'est-ce qui vous a appris d'ailleurs, Chabrol, d'essentiel ? Chabrol, il m'a appris une chose essentielle qui est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Lui, il se mettait vraiment au service du film et puis il se marrait. Il y avait de D'abord, l'amusement. Il prenait beaucoup de plaisir à travailler. Il travaillait dans le plaisir à tel point que j'ai découvert après que ce n'était pas le cas pour tout le monde. J'ai cru que... Moi, je commençais dans le cinéma et j'ai cru que tous les films se tournaient comme ça, dans la joie. Et j'étais très déçue après quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très malheureux sur les tournages, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre César ? Il est chez moi et je ne l'ai jamais nettoyé. Du coup, il est noir. Mais il est toujours là.
Il brille pas, Vous savez mais qu'il faut il est là. passer un peu de produit. Pareil, je vais le faire. Il y a une personnalité aujourd'hui dans le monde du cinéma, chez les femmes, que, voilà, que vous admirez, ou vous dites, tiens, ça, c'est un beau parcours. Bon, les parcours sont jamais linéaires. Les vies d'actrices, il y a toujours des trous dans les carrières d'actrices, même les plus grandes. Je pense ont eu des périodes où elles travaillaient moins. C'est souvent autour de la cinquantaine. Et là, il y a vraiment des chiffres qui prouvent qu'à partir de 40 ans, il y a de moins en moins de rôles intéressants et qu'à 50, il n'y en a quasiment plus. La représentation des femmes de 50 ans Oui. est de 6% au cinéma. Oui, non, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas seulement une catastrophe pour les actrices et pour le cinéma, c'est une catastrophe parce que c'est le Pour la reflet société. de la société, comme la représentation des femmes. Donc, ça dit quelque chose de notre monde. En lisant cet ouvrage, on apprend que vous avez rencontré Prince, vous avez une admiration folle pour lui. Pour Michael Jackson, que vous rencontrez quand même avec Yves Montand. J'ai failli le rencontrer, mais non, ça Et ne s'est ça pas s'est pas fait. fait. Mais ça, Oui. c'était hyper Vous allez quand même frustrant. au concert de Michael Jackson avec Yves Montand. Avec Yves Pas Montand, mal. et là j'ai 2 spectacles. J'ai le spectacle de Michael qui était fou, et j'ai à côté de moi Yves Montand avec une casquette blanche qui danse comme un fou après une journée de tournage. Et, enfin, c'était un spectacle incroyable. Vous évoquez aussi Richard Gere. Oui, Mm. et Charles Gere, ouais, c'était une Alors, belle vous en dites rencontre. plutôt du bien. Oui. Vous appréciez cet acteur et cet homme. Oui, je l'ai trouvé très serein et très sincèrement intéressé par l'autre. Il me regardait vraiment quand il me parlait. J'ai eu l'impression qu'il était sincèrement curieux. Il y a eu Bruce Willis aussi qui était dans le tournage, dans le film. Ouais. Et alors là, vous racontez un monde qu'on connaît peu ici, c'est-à-dire ces cars, caravanes, Ben là, qui sont c'est des véritables Hollywood. appartements. Oui, c'est ça, c'est Hollywood. Il y avait une ville quasiment de carloges, de loges maquillage, de loges coiffure. Enfin, c'était tout en dimension XXL. Moi, je ne connaissais pas ça. Vous aviez carte blanche, on vous a demandé, vous voulez voir quoi ? C'est quand même formidable, c'est bien fait, non ? Vous voulez voir quoi ? Vous avez répondu, un lieu magique, je ne connais pas, l'Atelier des Lumières. Allez, on y va. C'était consacré au peintre Gustave Klimt et c'est un endroit très surprenant. C'était avec Laurence Boulet. Je vais découvrir l'Atelier des Lumières, dont j'ai souvent entendu parler. Je suis curieuse. C'est très émouvant. C'est le principe immersif que je trouve vraiment très intéressant. C'est un bain de couleurs. On est en apesanteur un peu dans une palette, quoi, une palette de peintre. C'est vraiment, c'est très beau. La musique est si belle. Et là, ce qui est magnifique aussi, c'est d'être porté par la musique. Je trouve que ça ajoute quelque chose à la façon dont on découvre les œuvres. J'ai une oreille très ouverte. Pas seulement l'oreille d'ailleurs, je suis open mind. Là, ça me donne un peu envie de danser en fait. Parce qu'il y a de l'espace, il y a la musique, il y a tout. Et les gens arrivent à rester immobiles, je sais pas comment ils font. Ça donne des idées, je trouve, sur ce qu'on peut inventer aussi au théâtre et sur la scène de façon plus large. Je pense que de toute façon, l'art doit être un endroit d'aventure et d'audace. À partir du moment où on sollicite ses sens, tout peut devenir une petite graine qui un jour germera. L'imagination, ça vient pas de nulle part. C'est aussi le fruit de tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, tout ce qui fait mal et tout ce qui fait du bien. Vous êtes une hypersensible, vous, non ? Oui, je suis une hypersensible. C'est plutôt une plaie dans la vie réelle, sauf si j'arrive à en faire quelque chose. Quel regard vous avez sur ces représentations de femmes ? Là, ce sont des représentations de femmes avec leur âme, et c'est ce qui rend ces portraits si émouvants. Moi, je ne me suis pas sentie très à l'aise avec ma propre représentation, ni devant un objectif de caméra, ni devant un objectif de photographe.
façon dont on m'a regardée à l'époque était un petit peu dénuée de curiosité. C'était des photos de façade, on va dire. Sauf que moi, je me suis pas tellement reconnue dans ces photos-là. Oui, effectivement, j'avais une plastique pas mal, mais je me fais un peu de la peine. Je vois que j'étais pas bien. C'est très pesant de penser à son image, c'est très lourd et c'est très encombrant. J'ai la chance d'être portée par ce que j'invente et du coup de pouvoir oublier ça, qui est, je trouve, plus encombrant que productif. On pense souvent à se nourrir intellectuellement, à se nourrir en mangeant, mais on nourrit pas si souvent son âme. Mais l'art, pour moi, c'est par là qu'on nourrit sa spiritualité. C'est en ça que l'art est fondamental. L'art est fondamental, ça c'est bien sûr à Paris, mais il y a aussi l'équivalent au Beau de Provence dans des carrières de craie, c'est assez exceptionnel, vraiment, et toujours aussi consacré à un peintre. Le banquet, c'est au théâtre du Rond-Point. Après Open Space, on retrouve voilà, l'idée originale de Mathilda, et c'est vrai que c'est un spectacle assez unique. On va avoir la bande-annonce, mais il y a 10 comédiens qui vont en fait réaliser quand même 15 personnages et ils vont transmettre sans parole des émotions et des intentions. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Et on se dit, mais comment elle a réussi ce prodige ? En réalité, l'idée m'est venue quand je jouais un spectacle que j'avais coécrit avec Pascal Légitimus qui s'appelait Plus si affinité et qui traitait des rencontres amoureuses, toutes les façons de se rencontrer, etc. Et on jouait plein de personnages avec Pascal et notamment une situation dans un avion où on était sans texte, il y avait juste cling, le son de l'avion, puis on se parlait comme ça en muet et les gens captaient tout. Et là, j'ai senti physiquement à quel point on était en communion avec les spectateurs et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de une communication particulière, peut-être plus dense, plus intense qu'avec les mots. Et je me suis dit, bon, peut-être que, au même titre que si on ferme les yeux, on entend mieux, peut-être que si on enlève les mots, on ressent mieux. Et j'ai essayé j'ai relevé ce défi d'essayer de raconter une histoire avec Open Space il y a quelques années, C'était le monde de l'entreprise. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'était une journée un repas. C'était une journée dans un Open Space. Et là, c'est un banquet de mariage sans un mot, pareil. Regardez. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts stopping. Folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all Mais comment vous donnez vos indications à vos comédiens ? Il y a un texte qui est écrit, qui est très précis, avec toutes les situations. Juste, il n'y a pas les dialogues. Je peux ouvrir le dossier ? Mais oui, alors voilà, ça c'est mon dossier de travail avec lequel j'allais répéter. Donc là, il y a les photos de mes comédiens, les dessins de mon décorateur, du décor et tout ça. Puis là, c'est le texte. Voilà, le texte avec... Mais alors, il n'y a pas de texte. Donc, il n'y a pas de dialogue, mais il y a un texte très précis. Donc, un descriptif, en fait, un descriptif de tout. Donc, lorsque le public entre dans la salle, c'est ça ? Voilà, je vois pas bien. Une serveuse est en train de terminer les préparatifs. Stress, vérification, derniers ajustements. Voilà. Un DJ se met en place. Voilà, et tout est écrit. Et puis là, j'ai mis des précisions. Voilà, c'est tout comme un film. Oui, en réalité, je le vois quand l'idée m'est tombée dessus, je l'ai vu comme un film. Vous qui, aujourd'hui, êtes en dehors, est-ce que vous avez le trac pour vos comédiens ?
C'est au-delà du track. J'ai connu tous les tracks dans ma vie dès l'enfance, avec la danse classique, les grands concours et tout. J'ai eu le track quand j'ai fait mon premier film, ma première interview, recevoir un prix devant tout le métier. J'ai vraiment connu beaucoup de tracks différents, mais celui-là, c'est le pire de tous. C'est-à-dire que là, j'ai le track qu'on a juste avant de monter en scène, quand on a envie de mourir. Moi, je le garde pendant 1h30, en fait, ce track-là, puisque je vis chaque situation, chaque comédien. Je me dis, oh là là, il faut qu'il fasse ça là maintenant. Ok, très bien, très bien. Attention, le top son là, il n'est pas encore là. Et donc, je suis mais en eau de stress toute la représentation. Quand c'est fini, je suis épuisée, mais j'ai pas joué. Donc, du coup, c'est un track. Sarah et Jules sont venus voir le spectacle. Mes enfants sont venus voir et ils avaient rien vu avant. Ils voulaient rien voir. Ils voulaient découvrir et ils étaient heureux, je crois. Bon. Ils ont ri. Leur avis est primordial. Oui. Vos enfants, ils ont accepté de témoigner, mais oui, vous ne le savez pas. Ils ont gardé le silence et on les en remercie. Ça alors, ils ont leur bien papa caché est Gérard Darmon, comme chacun sait, et tous les deux, donc, ils ont croisé leur regard sur leur mère, Mathilda, sur vous. Oui. Ma mère est une mère parfaite, oui. Oui, je ne suis pas du tout objective. C'est normal, c'est ma maman. Les premiers mots qui me viennent quand je pense à elle, c'est passionnée. Passionnée parce qu'elle est tellement habitée par ce qu'elle fait. C'est une grande créative, c'est que ça travaille beaucoup dans son cerveau. Je me réveille le matin et elle me dit ça va, ah ouais, ça va, j'ai pas dormi de la nuit. Parce qu'elle a des idées qui lui viennent en pleine nuit. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Oui. Elle aime pas les gens mous, elle les secouer, de les réveiller. Elle déteste la mollesse. Elle déteste la mollesse, ça la rend dingue. C'est une personne très enthousiaste, vraiment. Elle adore ce qui bouge, elle adore vivre, elle danse sur tout. Ma sœur et elle, c'est des immenses fans de Beyoncé, elles sont fanatiques de ça, elles adorent danser devant. Elle danse mieux que moi. Elle nous fait des chansons où elle nous dit « Ah, vous connaissez ce morceau ?» Elle nous le chante en entier. On est « Oui, oui, maman, c'est la honte, arrête. » Enfin, elle est tellement expressive dans toute forme d'art, en fait, et ça la rend tellement cool. Et c'est ça que j'aime bien au quotidien avec elle. Franchement, elle est très moderne. Elle a un compte Instagram, elle est sur Facebook, elle sait très bien comment ça marche. Je trouve ça quand même sympa d'avoir une mère qui peut m'envoyer des petites vidéos de chiens drôles sur Facebook ou qui va liker mes photos Instagram, quoi. Du coup, on est complètement sur la même longueur d'onde sur plein de choses. Elle a un peu une phobie de l'école parce qu'elle a mal vécu ça quand elle était petite. Elle avait beaucoup de mal à nous aider dans nos devoirs. Elle a mis mes 5 années d'études à comprendre à peu près ce que je faisais. Niveau maths, non, ouais, ça, elle est nulle. Elle est très drôle, ma mère. C'est une fanatique des Monty Python. Elle m'a fait découvrir vraiment cet humour absurde où elle, vraiment, c'est son type d'humour qui l'a plie en deux. Ouais. Elle est assez têtue. Je pense que même en voyant ça, elle dira peut-être non. Elle est très tête de mule. Elle veut toujours avoir le dernier mot, et moi aussi, du coup, ça crée des petites étincelles. Ouais. Je suis très fière d'elle, je suis très fière de ce qu'elle est devenue. Ouais, je suis très fière d'elle parce que c'est très compliqué d'avoir pris le tournant qu'elle a pris. Là, elle est au summum de l'épanouissement professionnel, quoi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ils sont tellement beaux. J'ai tellement de chance d'avoir des enfants aussi brillants, aussi intelligents, aussi drôles, aussi épanouis, aussi... Est-ce que c'est un handicap d'avoir des parents célèbres? Oui, je pense. Ça dépend. Je crois que ça dépend beaucoup de la façon dont les parents vivent cette célébrité. C'est pas tant la célébrité en tant que telle, c'est ce qu'on en fait, et comment on vit ça. Eux, ils savent très bien que c'est pas ma quête d'être célèbre, hein, et que donc c'est plus une chose... Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vous? Moi, ils m'ont appris à me connaître, hein, ils m'ont appris à évoluer, parce que si on décide d'être vraiment à l'écoute de ses enfants, on ne peut que se mettre en mouvement, en marche. Sarah est dans le marketing. Sarah est dans le marketing. Est-ce que vous pensez que cette génération, elle est, notamment de femmes, de jeunes femmes, est plus avertie, plus affirmée face à la misogynie? Je pense que oui. Je pense que mon fils, d'ailleurs, ne peut même pas imaginer ce que c'est réellement que la misogynie. C'est-à-dire que ça me fait presque plaisir. Quand je lui raconte ce que c'est que la misogynie telle que moi je l'ai vécue, il a presque du mal à y croire. Et ce qui est un très bon signe. Et Sarah, évidemment, je la vois, bien sûr, elle ne se pose pas la question de ce qu'elle va faire en tant que femme. Et ça, c'est aussi un signe
que c'est pas un sujet. Est-ce que vous avez connu le chantage de certains réalisateurs, sexe contre rôle? Je ne l'ai pas connu de façon aussi frontale. Mais vous voyez, ce matin, j'ai reçu un texto pour un travail de comédienne. Et on me dit, OK, je dis, mais quel est le salaire prévu pour ça? On me donne un chiffre. Et il me donne le chiffre et dans le texto, il met plus une photo. Je dis, c'est de l'humour? Je dis, c'est pour faire quoi cette photo? Il me dit, pour mettre dans ma chambre. Ah, une photo perso? Ouais. Enfin, je sais pas. Bon, c'est de l'humour. Voilà, c'est une personne que je ne connais pas. Donc, voilà, je me dis, se permettrait-il la même chose avec un comédien homme? Non, je ne crois pas. Voilà, bon, ça, c'est des petites choses. J'ai eu la chance de ne pas subir de violence physique. J'ai subi un peu de harcèlement, un peu de maltraitance, un peu de manque de considération, de manque de respect, ça oui. Quand on voit que Luc Besson, Gérard Depardieu, deux mastodontes du cinéma vacillent à tort ou à raison, hein, bien sûr, la justice on le sait pas, enquête. Vous dites, est-ce que les choses aussi avancent parce que des gens de pouvoir aussi peuvent être mis en difficulté? Bon, ces deux affaires-là, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. En revanche, ce qui est probable, c'est qu'aujourd'hui, on fasse un petit peu plus attention et que les hommes ne se sentent pas tout permis. Je pense notamment aux jeunes filles. Moi, je vois aujourd'hui que sur une femme de mon âge, les rapports sont un peu plus respectueux que quand j'étais jeune. Donc, je pense davantage aux jeunes et au manque de respect, notamment vis-à-vis des jeunes filles, surtout dans les métiers qui impliquent le paraître. Vous qui aimez tant la musique, alors on s'est fait un petit plaisir, là. Un gros plaisir même. On a demandé à un artiste d'être sur ce plateau et pas n'importe quel artiste, puisque c'est Ben Mazoué qui est là. Il va venir tout à l'heure, bien sûr, nous parler de cet album. Mais d'abord, on va l'écouter. C'est une personne et un artiste qui a, je dirais, un parcours assez atypique, comme vous les aimez. Il nous interprète ce titre, Nous deux contre le reste du monde. C'est un très beau texte. Il est auteur, compositeur, interprète. Merci d'être là. Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe, faut les voir se parler avec des yeux immenses. Ça existe, faut les voir en soirée, il faut voir leur aisance. Ces couples qui résistent, ces amours déclarés qui sentent la réjouissance, et des projets qui grandissent, On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. Si on s'entête et moi je veux, nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Quand ils arrivent à deux, quand ils s'adressent à moi, je sens qu'ils se parlent entre eux, même s'ils se parlent pas. C'est solide et discret, ça n'est pas mentir de dire que ça peut arriver, de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir. On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est,
que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. Si on s'entête et moi je veux, nous deux contre le reste du monde. Nous deux, nous deux, nous deux, nous deux contre le reste du monde. Nous deux, nous deux, nous deux, nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Merci beaucoup. Une guitare, une voix, un texte, Ben Mazoué, pour ce 3e album. Je vous présente Mathilda. Enchantée. Texte sur un couple uni depuis longtemps et pour toujours. Ouais. Ça donne envie. Ouais. Ça fait rêver un peu. C'est ça, oui. Plutôt sur les couples qui font rêver, ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Pourquoi Une femme idéale, le titre de l'album? Eh ben, déjà parce que je trouve ça joli comme titre d'album. Ensuite parce que c'est un des titres de l'album chanson, qui parle d'une femme avec qui, comment dire, que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années et avec qui j'ai commencé la musique, en fait. Enfin, en tout cas, en la rencontrant, j'ai commencé la musique. Et elle peuple comme ça mes albums, les 3 albums. Et là, elle peuplait trop l'album pour que je n'appelle pas par son nom. Je peux vous appeler docteur? Vous pouvez, ouais. Médecin pendant fort longtemps, tout de même. Vous avez fait les études. Et puis, c'est au bout de quelques années, vous vous êtes dit, en fait, c'est la musique qui compte pour moi? J'ai l'impression d'avoir vécu une aventure en étant médecin et puis d'avoir envie d'autres après, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de renoncer à quelque chose pour faire quelque chose d'autre. J'ai pas eu ce besoin de me sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai eu l'impression que c'était terminé et qu'il fallait faire autre chose, autrement. Quelque chose de plus créatif, surtout. Quelque chose de mes propres mains. Mathilda? Oui, mais j'aime beaucoup les parcours en mouvement. En réalité, il parle c'est presque une continuité logique, j'imagine. Ça s'est imposé à vous. C'est l'écoute aussi, non? Oui. C'est écouter les autres? En fait, c'est l'idée de me dire je ferai pas ça toute ma vie, je pense. C'était assez angoissant de rentrer dans un cursus où j'avais l'impression de voir déjà la fin. Et il y a quelque chose de plus aventurier dans le fait d'être chanteur qui m'attirait beaucoup. Et après, l'écoute des autres, oui, elle m'a servi, elle me sert encore. Le regard, en fait, regarder les gens, essayer de les comprendre, ça, c'est ces deux métiers-là, on sait en commun, oui, complètement. Alors, vous serez à Bordeaux, à Lille au mois de novembre. Vous allez être aussi à l'Olympia. Alors bon, on peut déjà vous dire, c'est le 14, mais c'est complet. Et Charles Aznavour disait en fait que l'Olympia était l'une des plus belles salles au monde. Il y en avait 3 qu'il appréciait, et notamment l'Olympia. Donc c'est une reconnaissance d'aller chanter à l'Olympia sur cette scène qui est quand même assez mythique. Ah oui, bien sûr. La classe, hein, quand même. Oui, c'est ça. Puis les lettres en rouge et tout ça, ouais, ça joue, ouais, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau Thé au Café. Merci. Mathilda, je vous emmène au dos à dos. Dos à dos avec vous, Mathilda, mais des réponses du tac au tac. Quel est le mot de la langue française que vous aimeriez rayer du dictionnaire? Nègre. Si vous deviez prendre une mesure envers les femmes? Commençons par l'égalité des salaires. Quel est l'âge idéal selon vous? Le mien. Qui aideriez-vous à mourir? Une personne que j'aime, dont je suis extrêmement proche et qui me le demanderait, je pense que je pourrais accepter cette demande. Avez-vous déjà subi la violence d'un homme? Oui. Physique? Oui. Que dites-vous à ceux qui disent « Sois belle et tais-toi » De se taire. C'est pas jamais dit frontalement, hein, cette chose-là. Hein. C'est toujours... Il y a des manières de le faire passer sans l'air de rien, en fait.
Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller auprès d'un homme dont vous ne connaissez pas le prénom? Non, ça ne m'est pas arrivé. Ça vous est arrivé, vous? C'est étrange. Si Dieu existait, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise? Ça fait du bien aux gens. Est-ce que vous portez des dessous dépareillés? Oui. Qu'est-ce qui est le plus insupportable quand on partage votre vie? Mon aspect peut-être obsessionnel. Là, par exemple, quiconque me fréquenterait dans l'intimité serait saoulé par le banquet. Vous êtes amoureuse en ce moment? Pas du tout. Le mot d'amour, quand même, le plus érotique, le plus sensuel, selon vous? Je ne sais pas si c'est un mot. Ça peut être un geste. Moi, je pense que tout est langage et que c'est pas forcément les paroles qui parlent le plus. Et la chanson qui vous rend joyeuse? Master Blaster, of course. Moi, si j'en crois vos enfants, Mathilda, elle chante et elle danse en permanence chez elle, dans la cuisine. Mais la musique, c'est la vie. Je vois pas comment on peut vivre sans. Donc, et je n'écoute pas la musique en fond, si vous voulez. J'ai du mal à être dans un endroit où, s'il y a une bonne musique, je suis avec la musique d'abord, quoi. Je voulais vous offrir La Voix humaine. Vous connaissez évidemment Jean Cocteau, le livret de Francis Poulenc. Oui. Et c'est Caroline Casatsu, la soprano, qui le chante. Et c'est très beau. La Voix humaine, c'est l'histoire de la rupture avec un homme, la séparation, donc la douleur que représente la séparation. Je voulais aussi saluer, bien sûr, la personne qui est exposée sur le plateau de Théo Café, qui a pour nom Claude Gévray, qui peint de façon spontanée, comme ça, des lieux, des paysages, en se racontant des histoires. Et c'est ainsi qu'il définit donc son œuvre. C'est Claude Gévray, merci à lui. Samedi prochain, c'est Marc-Olivier Fogiel que nous recevrons dans Théo Café. Portez-vous bien, Mathilda. Merci, Catherine, ouais. vous aussi. Merci. Merci à vos enfants aussi d'avoir participé à cette émission et surtout de ne pas vous en avoir parlé. Ah oui, gardez le secret. Vous pouvez la revoir, bien sûr, cette émission consacrée à Mathilda May sur France Télé et puis aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, on continue évidemment à échanger ensemble sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Un petit selfie? Vous en êtes d'accord? D'accord. Ok, on y va. Et puis, passez une très, très belle journée. Portez-vous bien, surtout. À samedi prochain. Merci. Au revoir. She